toujours sur Al24 News. Bienvenue à vous pour cette troisième partie de votre émission Hebdo Show. Se joignent à nous autour de la table pour la suite du débat et de l'émission. Madame Khadija Belgembour, Moudjahida, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Merci. Parce que j'entends pas bien avec cette oreille, il y a un problème. Il n'y a pas de problème, on va s'adapter. On va s'adapter, il n'y a aucun souci. Je connais Tarek Samama, je suis une Moudjahida aussi. C'est mon ami, oui. Allah Ibarak. Est également avec nous Monsieur Rabah Zamoum, fils de Shahid, le colonel Sissalah. Bonsoir, vous êtes également écrivain. Bonsoir, auteur. Auteur, exactement. Merci d'être avec nous ce soir. C'est nous qui vous remercions. C'est un honneur de vous avoir tous les deux avec nous autour de la table. Ahmed Ben Saada est toujours avec nous. Ahmed Ben Saada que l'on ne présente plus et qui a une actualité. Voilà, on la donne, c'est le moment, monsieur Ahmed Ben Saada. Demain, vous avez une vente dédicace à 14h au stand ANEP et c'est au niveau du SILA. Si. Voilà, donc on vous a fait une petite publicité gratuite, monsieur Ahmed Ben Saada. On sera là pour le soutenir. Alors, on poursuit notre discussion si vous le voulez bien. On parlait donc de l'entretien que nous a accordé M. Ahmed Attaf plus tôt dans la journée, un entretien exclusif accordé donc à Hebdo Show. Faisal, on revient à présent, si vous le voulez bien, sur les forces de soutien rapide. On va aller vers le Soudan, si vous le voulez bien. Les forces de soutien rapide qui ont pris le contrôle de la ville d'Al-Fashar dans l'état du Darfour et ils sont accusés de commettre depuis dimanche 26 octobre de terribles massacres de civils, d'avoir fait plus de 2000, d'avoir tué plus de 2000 personnes et ils s'en vantent, Faisal. On l'a vu sur les réseaux sociaux, on les a vus ces vidéos sur les réseaux sociaux où ils sont fiers de montrer, d'exhiber ces massacres de Absolument, personnes. comme s'il y a une impunité totale. Personnellement, j'avais visité le Darfour soudanais. Le Fashar, c'est la deuxième ville du Soudan après Niala, qui est donc la capitale. Et depuis des années, ce territoire, la population de cette partie du Soudan, le sud-ouest soudanais, souffre de sécheresse, souffre de brimades, souffre également des violences qui sévissent dans cette région. Et ces forces de soutien rapide sortent d'une part pour accélérer une guerre civile dans ce grand pays de l'Afrique, ce grand pays qui malheureusement a été divisé en deux d'abord. Soudan du Sud, Soudan du Nord. Et la question qui se pose, et maintenant beaucoup de militants soudanais, de la classe politique soudanaise et même des observateurs étrangers, y compris au sein d'organisations internationales, s'interrogent d'où ces groupes arrivent à avoir de l'armement et des soutiens financiers. Et tous les doigts pointent les Émirats Arabes Unis, qui donc financent ces groupes terroristes, parce qu'on peut les appeler ainsi. Ils sont en train de tuer, de massacrer. Rien que cette semaine, ils ont tué plus de 300 femmes. Certains ont subi des violences sexuelles dans la région d'El-Fashar, sans aucune raison. Rien, la seule raison, c'est qu'ils étaient là au mauvais moment. Et cela s'appelle donc un crime massif, dénoncé aussi par l'ONU, dénoncé par toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Et curieusement, peu de voix, y compris les voix les plus justes, ignorent ou évoquent ce rôle nocif joué par les Émirats Arabes Unis au Soudan. Je note seulement que les Émirats Arabes Unis financent également et soutiennent avec des armes d'autres groupes qui déstabilisent des régions dans le Sahel, le Niger, le Mali, le Tchad, une partie du Tchad et maintenant le Cameroun et le Nigeria. À quelle fin? C'est la question que se posent beaucoup d'observateurs. Pourquoi on déstabilise des pays comme le Soudan? Évidemment, la réponse pourrait être le fait que le Soudan a des terres fertiles, il est riche en uranium, il est riche en diamants, il est riche en or. Il a aussi une ouverture sur la mer Rouge, parce que les ports, c'est aussi un enjeu pour les Émirats Arabes Unis qui sous-traitent le contrôle des ports pour d'autres puissances. Et ce drame qui se déroule au Soudan depuis plusieurs mois déjà, c'est un drame qui est ignoré. Il n'apparaît pas dans les radars. Ce n'est que ces derniers jours qu'on a commencé à parler d'El-Fashar, parce que c'est devenu, on ne pouvait plus cacher ces crimes commis par ces forces de soutien rapide qui continuent quand même. C'est peut-être justement parce que ces vidéos sont sorties sur les réseaux sociaux et que les FSR ont commencé à exhiber cette maltraitance. Absolument, parce que ce que disait M. Bessaada est important. Les guerres cognitives, ils sont utilisés aussi pour le Soudan. On cache il y a des logiciels qui cachent les vidéos sur le Soudan ou les déclassent pour qu'on ne les voit pas. Parce qu'il y a tout un travail derrière. Il y a toute une machinerie qui fait qu'on oublie qu'il y a des drames, qu'il y a un massacre, je dirais même des crimes contre l'humanité commis actuellement au Soudan, dans l'indifférence d'une grande partie du monde occidental. Très bien. Monsieur Ahmed Ben Saada, un commentaire sur cette situation au Soudan. En fait, la situation au Soudan est vraiment dramatique parce que c'est une guerre qui a été complètement invisibilisée.
Ça fait 2 ans et demi que ça dure. Il y a eu au-delà de 20 000 morts. Oui. Juste il y a 2 jours, il y a plus de 400 personnes qui ont été tuées dans l'hôpital d'El Fachel, que des médecins ont été pris en otage et on a demandé des rançons, qu'il y a autour de entre 11 et 12 millions de déplacés à l'intérieur du pays et 4 millions de réfugiés à l'étranger. C'est la plus grande crise de déplacement dans le monde. Vous avez presque plus de 800 000 enfants qui sont menacés par la famine actuellement. Vous avez des maladies comme le choléra qui ont fait des milliers de morts. Vous avez et puis c'est le silence total, c'est l'invisibilisation, et c'est ça qui tue, c'est ça qui dérange dans ce conflit-là, c'est que les agences, disons, de presse, elles mettent l'accent sur un conflit et pas l'autre. L'Ukraine, par exemple. Regardez, moi je regarde régulièrement LCI. Oui. LCI, c'est la chaîne de l'Ukraine. Tous les jours. Tous les jours. Et vous savez, il y a je reviens toujours à la guerre cognitive, il y a un biais qui s'appelle le biais de répétition, le biais de Jason. C'est que lorsque vous répétez une information tout le temps, vous l'acceptez cette information. C'est une forme de propagande. C'est une propagande très efficace parce que elle rentre dans vos cerveaux. C'est d'ailleurs le biais cognitif qui est utilisé dans la publicité, par exemple. Pourquoi on vous parle d'un produit et on paye pour que vous parliez d'un produit à la télévision ou à la radio? C'est parce qu'on veut que vous l'achetiez. Mais pourquoi vous allez acheter ce produit-là? Parce que il y a un matraquage que lorsque vous allez au magasin, vous ne connaissez pas les autres, vous connaissez celui-là, vous achetez celui-là. C'est aussi simple que ça, et votre cerveau fonctionne. 100 fois répété devient une vérité. Exactement. Et donc, dans le cas du conflit du Soudan, qui est un pays qui a été divisé, vous savez qu'il y a un plan qui s'appelle le plan Yenon, qui date des années 80, un plan d'un Israélien qui a fait un plan de division du monde arabe. Le Soudan a été le premier pays qui a été complètement divisé en deux. C'est inadmissible. Et maintenant, même il y a des théories qui pensent que le Darfour va se séparer aussi du reste du Soudan actuel. Et vous avez aussi des ethnies qui sont massacrées actuellement du côté du Darfour, du côté de la frontière avec le Tchad. D'ailleurs, justement, l'ONU parle de ciblage ethnique et même de nettoyage ethnique. Il y a du ciblage ethnique des Bassalites et des Arawa qui sont ciblés parce qu'ils sont d'une ethnie différente de l'ethnie majoritaire du côté des forces de soutien rapide de Hemeti. Donc, c'est un conflit qui fait vraiment mal au cœur, dans la mesure où c'est un peuple frère, le Soudan est un peuple frère, c'est un pays qui avait énormément de potentialités en terres agricoles, en ressources minières, pétrole, etc. Et l'eau et surtout l'or. Parce que, pour revenir juste à ce que disait Faisal tout à l'heure, c'est que, en fait, les Émirats Arabes Unis sont les principaux soutiens des FSR. Soutiens des FSR. Okay. Et aussi, c'est eux qui sont font payer par l'or. Et Dubaï, il y a des reportages qui ont été faits par des Occidentaux, pour ne pas nous dire que nous sommes en train de dire n'importe quoi. Ils ont été faits par des Occidentaux. Vous savez, par exemple, au Mali, il y a une ligne directe de Bamako qui va directement à Dubaï. Et que tout l'or de la région, pas juste du Mali, tout l'or de la région est récupéré et il est refondu, il est recyclé, retravaillé, recyclé et rentré dans des mines qui sont interdites, des mines. C'est un commerce actuellement. Dubaï est devenu la plaque tournante du trafic mondial de l'or. Okay. Voilà. Et le jeu que joue de l'or sale, voilà. C'est important, de l'or immaculé de sang. Exactement. C'est comme les diamants sales qu'on avait vus au Congo. C'est la même chose que le jeu que joue actuellement. C'est vraiment d'investir dans la désolation, dans la destruction, pour s'accaparer des richesses, des pays. Jusqu'à preuve du contraire, professeur, les Émirats Arabes Unis n'ont aucune mine d'or sur leur territoire, sur leur minuscule territoire. Exactement. Comment se fait-il qu'ils aient justement amassé tout cet or
par Il y a tonnes et même eu tonnes des et tonnes. scandales C'est justement par le sang, de l'or par qu'ils les avaient armes et par ramené le sang. de l'Ouganda et qui a été attrapé, qui est pas passé, qui a été contrôlé, etc. Donc le rôle des Émirats Arabes Unis actuellement, d'ailleurs, on peut dire aussi que les Émirats ont financé aussi, c'est eux qui finançaient Wagner, c'est eux qui payaient Wagner. bien sûr. Au Mali et en Libye. Et en En Centrafrique. Libye aussi, en Centrafrique. Ouais, C'est eux qui payaient. Donc les Wagner n'étaient pas payés par le pays parce qu'on dit les Wagner, Ils coûtent cher. est-ce que le Mali va payer les Wagner? Le Mali a des difficultés financières économiques extrêmement grandes, mais c'est pas eux qui payent, c'est les Émirats qui payent pour créer le trouble, pour créer la zizanie dans ces pays-là et faire quoi? S'accaparer des Et richesses. sous-traité pour l'entité sioniste également. Ah, mais, Parce que je veux dire, qui est à Abu Dhabi et à Dubaï, il part à Tel Aviv. même pas juste ça, du point de vue politique. Politique Les Émirats Arabes Unis sont en fait les intermédiaires, sont les intermédiaires entre les pays arabes et l'entité sioniste. Vous savez par exemple que la Libye, que le fils de Haftar a été a rencontré des autorités sionistes par l'intermédiaire des Émirats. On sait même le numéro de l'avion, le matricule de l'avion qu'il a transporté, etc. Donc et donc le rôle que jouent les Émirats Arabes Unis actuellement dans le monde arabe et dans cette région du monde très conflictuelle et très néfaste. Très bien. C'est le rôle de faiseur de guerre. Exactement. C'est le rôle de faiseur de guerre. Mais pas juste pour faire la guerre, pour s'accaparer justement Les richesses. Actuellement, professeur, justement, votre ouvrage parle justement des guerres cognitives, des guerres par rapport aux réseaux. Les réseaux sociaux, tout le monde sait aujourd'hui que ce sont des technologies de masse, de propagande, d'embrigadement, et d'organisation. C'est des milices numériques qui sont faits sur les réseaux pour donner justement une ou mauvaise ou une belle image, ça dépend du sujet. Exactement. Vous me parlez tout à l'heure de LCI qui est devenue la chaîne entre guillemets ukrainienne pour la défense de l'Ukraine. Nous, l'Algérie, on a la chance d'avoir la chaîne CNews qui nous défend tous les jours, c'est une blague. Voilà. Mais il y a justement les réseaux sociaux qui sont là, qui sont payés par des États, d'accord, des États entre guillemets qui ont du sang sur les mains pour justement piller les richesses des autres pays. Quel est maintenant le rôle, à notre rôle justement pour stopper tout ça? Parce que quand moi je vois par exemple sur LCI, je l'ai vu encore hier, où j'ai vu des politiciens dire la Russie doit payer et doit indemniser l'Ukraine pour tout ce qu'elle a cassé, tout ce qu'elle a détruit en Ukraine. Très bien, ok. Donc Israël doit payer pour tout ce qu'elle a détruit en Palestine. Et les Émirats Arabes Unis doivent payer pour tout ce qu'ils ont détruit à l'Europe. Et la France pour l'Algérie. Et la France et ainsi de suite. Et on peut ne pas s'arrêter sur ça. Exactement. Si on va de ce principe-là qu'un pays qui rentre en guerre contre un autre pays par divers moyens doit payer, parce que ça dépend qui est du bon côté de l'histoire et qui est du mauvais côté de l'histoire. Après, tout est une question de conscience personnelle. Maintenant, si on continue, ça doit jamais s'arrêter. Mais ces gens-là, ils ne payent pas, ils pillent les richesses des pays, justement, qu'ils attaquent par aussi les réseaux sociaux. Donc, quelle est notre façon, justement, de contrecarrer ça? Alors, pour contrecarrer les guerres cognitives et ce qu'on appelle les guerres de quatrième génération en général, il faut premièrement éduquer nos enfants à connaître, reconnaître, voilà, au niveau des écoles, au niveau des collèges. On doit donner des cours d'apprentissage aux médias, on appelle ça des cours d'initiation aux médias. Au Canada, ça se donne depuis assez longtemps, où l'élève, le futur citoyen, doit savoir comment naviguer sur Internet et ne pas prendre pour acquis toutes les informations qu'il reçoit. Parce que nous savons maintenant qu'il y a les fake news qui sont très sophistiquées maintenant avec le deepfake
elles sont vraiment très très sophistiquées, et c'est difficile de faire la part des choses. Mais nous pouvons, et puis autre chose, vous avez parlé tout à l'heure d'immédiateté, ce qu'on appelle l'urgence, on est toujours dans l'urgence, on est toujours dans, il y a ce qu'on appelle dans les médias sociaux l'infobésité, c'est-à-dire un surplus, un nuage d'informations, il y a trop d'informations, on est toujours, on reçoit trop d'informations. Exactement. Et puis, de réfléchir. Ça nous empêche de réfléchir. Et ce que j'explique, et ça serait trop long pour en faire un cours maintenant, c'est que notre cerveau fonctionne de deux manières. Il y a la fonction qui nous permet de vivre, qui est extrêmement rapide, elle n'a pas le temps de réfléchir. Et elle a un autre fonctionnement, donc un switch, où on doit réfléchir, on doit prendre le temps de réfléchir. Mais le problème, c'est que avec les biais cognitifs, avec ces méthodes-là, on vous inonde d'informations. Et on vous inonde d'informations ciblées, c'est-à-dire on ne va pas cibler votre cerveau, on va cibler votre cœur, vos émotions, et vous allez réagir avec les émotions. Et vous ne prenez pas le temps de dire ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et surtout que actuellement on reçoit tellement d'informations qu'on est toujours pressé de les partager, toujours pressé de les partager. Et sans aller au fond de l'information. Voilà. Et vous savez que l'internaute, il a autour de environ 7 secondes pour décider s'il lit ou il lit pas. Et ce que font les algorithmes, c'est encore... Les algorithmes font en sorte qu'ils vous donnent l'information que vous avez l'habitude de voir. Ça veut dire que si vous croyez à quelque chose, par exemple vous croyez que la Terre est plate, ok, alors vous allez recevoir toutes les informations concernant la Terre est plate. Et vous n'allez jamais recevoir quelque chose d'autre, parce qu'on va faire votre ciblage, et on va dire ce monsieur-là ou cette dame-là regarde ce genre d'informations. C'est aussi valable par exemple pour la musique ou pour autre chose. Lorsque vous scrollez, vous avez remarqué que vous scrollez, vous avez que des affaires que vous aimez. On appelle ça des friandises cognitives. On vous donne des friandises cognitives. On vous accroche et on vous transmet une information qu'on veut vous transmettre. C'est l'information qu'on veut vous transmettre. En tout cas, vous nous accrochez, Monsieur Ben Saada. On sera demain à 14h. Avec cette explication. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Pour en revenir donc à notre actualité, à cette guerre informationnelle, Monsieur Ben Saada, cette guerre informationnelle, Badis, je me tourne vers vous. C'est cette guerre qu'a décidé de mener l'extrême droite. Les médias d'extrême droite face à l'Algérie, n'est-ce pas? On en a parlé à plusieurs reprises, l'extrême droite française bien évidemment, on en a parlé à plusieurs reprises. Badis, un mot à propos de cette guerre informationnelle que mène contre l'Algérie cette extrême droite française, avant de passer justement un extrait de Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, sur ce sujet. Allez-y. D'abord, il faut resituer les choses. Cette extrême droite dont on parle aujourd'hui, c'est les descendants de l'OAS. C'est les descendants de 1940, du gouvernement Vichy. C'est les perturbateurs, y compris de la République française, qui aujourd'hui, tant bien que mal, essayent d'altérer les relations bilatérales à travers effectivement tous les outils dont ils usent et abusent. Mais encore une fois, la réalité est là. L'Algérie est debout, l'Algérie est souveraine, elle est indépendante. On lui parle d'égal à égal et l'Algérie continue à avancer d'une manière très souveraine. Donc oui, c'est une strate de citoyens aigris, mais surtout qui n'ont pas digéré à ce jour l'indépendance de l'Algérie, et qui sont, encore une fois, qui se terrent, qui se noient, on pourra en parler par la suite justement à l'occasion du 1er novembre, qui se noient dans ce projet chimérique qui est, encore une fois, de mettre sous tutelle l'Algérie. Or, l'Algérie est indépendante, vont debout, encore une fois, pour défendre ses intérêts. Grâce à des femmes et des hommes comme ceux qui sont... Absolument. Exactement. Dont je rends hommage et on pourra en parler par la suite. Mais c'est encore une fois, c'est peine perdue, parce que c'est une extrême droite qui fait tout cela pour instrumentaliser l'histoire pour des fins politiques, donc éphémères, donc qui obéissent à un agenda politique ou un tremplin, je dirais, électoraliste, plus qu'une idéologie elle-même. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui, donc c'est ce qui rend la chose éphémère. Madame Khadija Belgembour, justement, Mehdi vient de vous faire un compliment, disons-le comme ça. C'est grâce à des hommes et des femmes comme vous que l'Algérie aujourd'hui se tient debout comme elle est. Qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on vous fait ce type de compliment, lorsqu'on vous dit ce genre de choses aujourd'hui, nous qui sommes une génération qui n'a pas vécu toutes les atrocités que vous avez pu vivre? D'abord, moi, je suis née dans un endroit où je n'ai pas beaucoup de contact avec les gens. J'habitais une région montagneuse, indépendante. Il y avait elle était touchée très peu par la colonisation. D'accord. Donc, je n'ai pas connu de colons. J'ai eu une enfance très heureuse, une famille paysanne, libre, indépendante.
Et avec le temps, je voyais des gens qui venaient de l'étranger. Il n'y avait pas d'étranger, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école. Mais je voyais des gens qui venaient d'ailleurs, ils expectaient des endroits inaccessibles, vraiment isolés, mais je ne comprenais pas très bien, c'était des moudjahidines. Je sais que les gens de la région, ils les recevaient très bien, et on ne se cache pas parce que je suis libre. Et avec le temps, je voyais d'autres, c'est des jeunes femmes qui venaient nous faire comprendre pourquoi ces étrangers, ils sont là. Ce pas des étrangers, c'était des moudjahidines. Avec des jeunes filles à l'époque, magnifiques. Ils nous apprenaient le chant patriotique. C'était une femme du village, de la région, c'était leur guide. Elle nous réunissait les enfants, surtout les enfants. Ils nous apprenaient le chant patriotique avant Qassaman. Très bien. C'était bon, je comprenais pas. Il y avait le Hayo Shamal. Et après, il y a les Tahab l'Afrique du Nord. J'adorais ça. Mais je ne comprenais pas très la signification. Et il disait l'Algérie, il y a les Tahab l'Afrique du Nord, تشاركنا في الوطنية ما نعرفش بركة ربي والرسول حنا نعيشوا في الحرية أنا جيتي libre. Petit à petit, il y avait des maquisards. C'est des maquisards, mais je ne comprenais pas parce que j'étais trop jeune. Qui venaient et la nourriture, elle commence à diminuer. Même les os, tout est partagé. Et puis des commissaires politiques, je comprenais ça par la suite, ils venaient pour faire comprendre, il y aura la guerre, on aura notre indépendance, il y aura des écoles. Et je crois que le 20 août, moi j'habitais à Mila parce que j'ai une grande famille. J'adorais les animaux avec mes frères, on gardait les animaux, une montagne très haute, j'ai chanté les Tahab l'Afrique du Nord. J'ai entendu un bruit. Je voyais la nuit commence à tomber. Dans les montagnes, il y a une brume. Parce que c'est très haut. Nous voyons montrer cracher le feu. Parce que je ne connaissais pas l'avion, je n'ai jamais vu d'avion auparavant. C'était le napalm. C'était l'aviation qui bombardait El Milia. Oui. Mais les choses commencent à changer un peu. Des étrangers qui venaient, il faut leur montrer le chemin, nous faire comprendre qu'ils ne doivent pas boire de l'eau stagnée. Parce que c'est une région vraiment à l'extrême abandonnée. Alors il y a beaucoup de rochers, en hiver il y a des sources, l'été il y a manque d'eau, donc il n'y a pas d'eau courante. Alors là, on s'amusait, on leur a montré, c'est des gens sympas, des jeunes, maquisards, mais ça s'arrête là. Et après le 20 août, ils ont ramassé tous les bergers, les gens de la région, pour creuser une route, la piste, pour passer. Et puis aussi, juste après, il y avait des casernes. Et puis il y avait un avion qui passait, je ne savais pas, c'était un avion, parce que je n'ai jamais vu. L'avion qui passait par là, on appelait ça un avion jaune, c'est un avion de reconnaissance qui décollait d'une basse altitude. Oui. Mais l'avion en question, il me dérangeait, il faisait trop de bruit. Et puis je voyais des hommes armés à l'intérieur avec un casque noir, avec une arme que je n'ai jamais vue, la 24. Impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Et puis on ne pose pas de questions aux parents parce que c'est comme ça. Et un après-midi, j'étais avec mon frère, parce que je suis libre. Cet avion en question, il décollait d'une basse altitude. Et j'avais mon ami d'enfance qui fait partie de la famille avec son petit frère. Cet avion en question, il décollait d'une basse altitude. Il a vidé son chargeur dans le dos du jeune en question. Tout a été à l'extérieur. J'étais pas très loin, je voyais tout à l'extérieur, il criait, il traînait son petit frère, il a essayé de rentrer sur le rocher. Et nous aussi, on n'a pas compris, on n'était pas entraînés pour. On a essayé de se cacher sur le rocher. Son sang, on le recevait sur nos vêtements. Ça a duré tout un après-midi. À la tombée de la nuit, je voyais tout le monde pleurer, la famille pleurer. Et puis, 3 jours après, 3 ou 4 jours, parce que je ne prenais pas les choses au sérieux.
Ce qui m'intéressait, c'était une nachid de Ouattani, c'était on chantait dans les fêtes, une enfance très gaie, une famille très heureuse. Et là, à partir de là, ils ont commencé à installer des casernes. Chaque 5 km de l'Ansar, il y a une caserne. Les casernes en question, lorsque je partais à Mila, ils commençaient à avoir des chars, mais je n'ai jamais vu. Ils ramassaient les jeunes bergers pour préparer une piste pour monter plus haut. Il y a d'autres aussi, aussi des civils français. Je pense que c'était la DST. Des légionnaires, je ne sais pas. Ils venaient le soir très très tard. Ils ont ramassé de Mondouar 9 personnes. Des gens qui bien, ils ne sont pas canalisés, je ne sais pas. Ils les ont ramassés, on les a plus revus. Dans ma famille, il y a 6. Nos voisins, je crois, 9 personnes. Mais la personne, je ne sais pas ce que c'était. Nous, on n'avait pas droit à la parole et surtout, les filles, on ne pose pas de questions aux parents parce que les parents, c'est les parents. Avec le temps, je commence à avoir peur, un pressentiment. Je passais mon temps chez les grands-parents parce que leur maison, elle est entourée de rochers et d'arbres. J'avais l'impression que je suis à l'abri là-bas. Après, c'était les avions. Les avions qui venaient par 3. Ils jetaient leurs bombes n'importe où. Et surtout, ils avisaient les sources. Les sources où il y a de l'eau, parce que chez nous, c'était à l'état sauvage. Ils tuaient même les enfants, les animaux. Et puis, il y avait plus d'hommes. Les gens de la région, il n'y avait plus d'hommes. Il n'y a que les étrangers on les voit après 4 heures de l'après-midi. Comme c'était un peu entre l'été et l'hiver. Et pour te dire que Chabia, il y avait des armes sur le Chabia. J'ai l'habitude de voir mes parents des chasseurs, avec le fusil de chasse. Mais là, c'était pas à l'époque. Je suis allée encore voir ma mère, j'ai dit, mais... Elle m'a dit, non, ça, c'est pas des hommes, c'est des anges. Pour pas que vous ayez peur. Ah? Pour pas que vous ayez peur. Non, j'avais pas peur de ces gens-là. Parce qu'au bout de 7-8 mois, on commence à s'habituer. On connaît et puis ils demandent des petits services. Est-ce que je connais telle région? Parce qu'on n'avait pas de communication les uns avec les autres. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de portable, ni fax, ni rien. Donc c'était des gens de la région qui portaient les messages, l'Aqsam, les régions. Et puis il y a des casernes, il y a des casernes qui sont pas très loin de la région. Et plus les centres d'entraînement des maquisards. Ce qui m'intriguait, ils habitaient pas très loin, c'était les chasseurs de la région. La plupart, c'est des chasseurs qui entraînaient les gens qui sont venus d'ailleurs, bien habillés, des jeunes, très gentils. Et puis on partageait tout avec eux. Très bien, merci Madame Khadija Belgembour. On va avoir l'occasion de continuer à en parler dans quelques instants. Le temps de passer cet extrait de M. Ahmed Attaf, encore une fois, nous avons pu lui poser une question à notre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à propos de la résolution qui a été adoptée par l'Assemblée nationale française et qui dénonce l'accord de 1968. Regardez sa réponse. C'est attristant de voir un pays aussi grand que la France de faire de l'histoire d'un autre pays, un pays indépendant, souverain, l'objet d'une compétition électorale anticipée en France. Fonds de commerce électoraliste. J'ai dit déjà course à l'échalote, ça m'a coûté, je ne voulais pas encore ajouter cela. Maintenant, sur le fond, cette affaire est une affaire entre l'Assemblée nationale française et le gouvernement français. C'est une affaire intérieure. C'est une affaire franco-française. Elle ne nous concerne pas pour le moment. Voilà, donc c'est une affaire franco-française, elle ne nous concerne pas pour le moment. Gardez cette idée, mesdames et messieurs, on va continuer à en parler dans quelques instants.